Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Guillot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur général d'Emeis, leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. C'est comme ça qu'il faut le présenter? C'est comme ça. Pas seulement des maisons de retraite? Pas seulement des maisons de retraite, Même mais si c'est le aussi gros de l'activité. des cliniques psychiatriques et des cliniques de soins de suite. Voilà. Ex-Orpea, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais voilà, pour ceux qui ne suivent pas, coté à la Bourse de Paris sur le SBF 120. Vous allez mieux, alors vous, c'est pas à titre personnel, parce que vous allez toujours bien, mais quand je vois un peu les différents éléments, j'ai regardé taux d'occupation qui remonte, notamment en France, vous remontez vos prix aussi, le cours de l'action, le bilan qui s'assainit, le redressement est toujours en cours, c'est pas terminé j'imagine, mais le redressement est en cours. Tout à fait. Le redressement... Selon le plan de marche, il n'y a pas de... On est un tout petit peu en retard sur le plan opérationnel et on est tout petit peu en avance sur le plan du bilan. Et donc, j'allais dire, oui, globalement, selon le plan de marche, des très bons progrès sur le plan des ressources humaines, de la stabilisation des équipes, ce qui est très, très, très important dans notre métier, on va en parler. De santé-sécurité au travail, des très bons progrès sur le plan de la dynamique des soins et de la qualité du travail qu'on fait auprès de nos patients et de nos résidents, et notamment avec un taux de satisfaction qui continue à augmenter. Et puis, sur le plan financier, vous l'avez dit, des chiffres qui vont tous dans le bon sens. On va les décortiquer. Je me disais juste, si Emeis se porte mieux, pourquoi céder 16 résidences seniors pour 160 millions d'euros? Vous allez me dire c'est pour réduire la dette et qu'il y a un plan de cession évidemment, mais vous allez me dire il faut se recentrer, mais il y a 5 ans ou 10 ans on disait non, il faut diversifier. Donc, il y a 5 ans et 10 ans, la situation de l'entreprise n'était pas la même, ça fait partie du plan de cession global, et puis nous étions très marginal sur ce secteur en France, on n'avait que 16 établissements, ces établissements ne gagnaient pas d'argent, et donc les vendre pour 160 millions alors qu'on ne gagne pas d'argent, c'est bien vendu. C'est bien vendu. Ouais. Vendu à qui d'ailleurs? Vendu à des opérateurs d'investissement et des opérateurs, des gens qui opèrent ces maisons de retraite. Ces résidences seniors. Oui, attention. Emeis qui reste en perte nette sur le premier semestre, mais une perte divisée par 2 à 137 millions d'euros. À quand le retour au bénéfice? C'est pas une course d'ailleurs, c'est un objectif. C'est un objectif, bien sûr que c'est un objectif. Non, mais le plus rapidement possible ou... Exactement, le plus rapidement possible. Après, ça prend du temps. Que ce soit au détriment du reste. Exactement, ça prend du temps. C'est de la remise en ordre, remise en efficacité de chacun de nos établissements dans le monde. Donc on a 1000 établissements, donc c'est du travail d'orfèvre, de détail, de tous les jours. 1000 dans le monde, donc combien en France? 350 en France, 227 maisons de retraite et 123 cliniques. Ouais. Et le reste, les plus gros marchés? Pardon, je pose la question. Les plus gros marchés, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne. Avec position aussi de leader dans ces pays-là? On a des positions de leader. Alors, le marché est très fragmenté en Allemagne, donc on est parmi les leaders, mais on est tout petit. On est très clairement le leader aux Pays-Bas. On est parmi les leaders en Espagne, en effet. Et puis en Autriche, on est de loin le leader, oui. Le retour dans le vert des comptes et du bénéfice, c'est pourquoi 2026? C'est dans les années... Non, 2026, je pense que ce sera encore un tout petit peu difficile. 2027. Mais ce sera assez vite. On est déjà passé... Ou vous-même, vous ne savez pas. Vous-même, vous savez pas. Ça dépendra vraiment de la trajectoire et donc on est prudent, on n'a pas communiqué sur le sujet, donc il faut le faire, on va dire, proprement pour le marché. Non, on est déjà passé en positif en free cash flow, ce qui est la première fois depuis 10 ou 15 ans. Le free cash flow par rapport au résultat net C'est la partie cash, la partie trésorerie, donc la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie. Par son activité. Par son activité et ses activités. Trésorerie qui après est mangée par, entre guillemets, par le remboursement des dettes principalement. Ouais, voilà. Mais déjà, on est repassé en free cash flow positif, ce qui est la première fois depuis... On n'a pas retrouvé dans l'histoire un moment où le free cash flow n'est pas positif, donc probablement 10 ans, 15 ans, ce qui est un grand changement pour l'entreprise et qui remet l'entreprise dans la bonne direction. Avec un taux d'occupation des maisons de retraite qui remonte un peu partout, notamment en France. C'est une façon, parce qu'on vous la pose à chaque fois que vous passez dans une émission, est-ce que le chapitre des maltraitances, en même temps c'est un sujet, est définitivement fermé? Quand on voit ce taux d'occupation qui remonte, c'est un bout de réponse qui est apporté? Oui, bien sûr. Enfin, c'est la confiance de nos patients et de nos résidents qui s'exprime à travers ces taux d'occupation. Et oui, c'est à la fois le travail qu'on a fait sur le soin, sur la prise en soin de nos patients et de nos résidents. J'allais dire, les résidents qui étaient chez nous en 2022 ou en 2023 nous ont exprimé à de nombreuses reprises leur confiance, la confiance dans les équipes. Donc il n'y avait pas un sujet
structurelle de maltraitance dans nos établissements, même en 2022. Mais aujourd'hui, mais on a continué à améliorer. Vous attirez de nouveaux clients. Et on attire très nettement de nouveaux clients, à la fois par notre activité de soins et la qualité du travail qu'on fait, la qualité de nos établissements, qui est parmi les meilleurs du marché, et puis aussi parce qu'on a une démarche commerciale qu'on n'avait pas avant 2022. Vous avez vraiment, Laurent Guillot, renforcé vos contrôles. C'est vrai qu'il y a un avant, un après, pour vos patients, pour les clients, pour le personnel. Alors, on a une batterie de contrôle qui est beaucoup plus détaillée qu'avant, qui tombe sur mon bureau de façon extrêmement régulière. Je l'avais dit à l'époque d'ailleurs, la première décision que j'ai prise, c'est d'avoir toutes les semaines sur mon bureau les événements indésirables graves liés aux soins qui se passent dans tous les établissements pour pouvoir les analyser, regarder ce qui se passe et prendre des mesures concrètes. C'est une démarche d'amélioration continue qui était beaucoup plus fréquente, j'allais dire, et qui est beaucoup plus fréquente et commune dans l'industrie et qui, dans le secteur de la santé, est moins habituelle. Mais pour les patients et les clients, qu'est-ce qui a changé en 5 ans, on va dire? Alors, je reprends toute la stratégie. Ce qui est important de votre question, c'est à la fois, on s'occupe mieux de nos équipes. Et pourquoi je mets ça en avant de nos soignants et non-soignants c'est important, parce qu'elles sont en contact tous les jours avec les résidents et que si elles ne vont pas bien, elles ne peuvent pas prendre bien en Ça veut dire que vous les payez mieux? Il n'y a pas que le salaire, mais on les paye mieux. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? On les paye mieux. On a travaillé sur la santé et sécurité au travail. Vous savez que le secteur du soin est le secteur le plus accidentogène de l'économie française. C'est 50 de taux de fréquence d'accidents avec arrêt, quand dans mon monde industriel, on parlait plutôt de 0,5 ou de 1. Donc 50 fois plus, c'est 2 fois plus accidentogène que... Alors qu'est-ce qui a changé en termes de qualité de vie au travail? Et je réinsiste, en termes de rémunération. Vous avez augmenté, vous avez... On a eu des négociations avec les salariés, ce qui n'existait pas avant, et on a augmenté les rémunérations. On a créé un 13e mois, qu'ils n'avaient pas avant. On a mis en place... Et l'augmentation des rémunérations est de combien? Alors, ça dépend des années, évidemment, parce qu'on a eu une période de forte inflation où on a eu des augmentations qui étaient de l'ordre de 4%, puis maintenant, on se normalise. Alors, c'est compliqué au global, parce qu'on augmente plus les gens qui sont plus expérimentés chez nous. C'est-à-dire que quand une personne a 2, 3 ans ou 4 ans, on essaye de la garder, évidemment, parce qu'on favorise la rétention, et on a des augmentations qui peuvent aller aujourd'hui, alors que l'inflation est faible, de 2, 2,5%. À l'inverse, les gens qui viennent de rentrer ou qui sont là depuis 1 an, on les augmente pas. Donc il y a eu tout le travail sur la qualité de vie au travail. On a créé Emei C'est Moi, par exemple, qui est un service que nos équipes peuvent appeler pour avoir du soutien pour un logement, pour avoir du soutien parce que le logement est un sujet... Qu'est-ce que vous faites en matière de logement, par exemple? Porter caution une femme qui... je dis une femme parce qu'on a 82% de femmes dans nos équipes. Une femme qui n'a pas de logement pour le soir même, on lui trouve si elle nous appelle avant 17h. Pourquoi? On a des femmes battues qui peuvent partir, des accidents de la vie qui peuvent partir. On lui trouve un logement pour le soir même, un logement d'urgence pour une période de 10 jours, et on la soutient pour trouver un logement définitif. De l'aide scolaire, de l'aide au désendettement, parce qu'on a des sujets évidemment avec des petits salaires de sujets d'endettement, de l'aide pour les soins, pour l'accompagnement psychologique. Vous faites quoi pour aider au désendettement d'un de vos salariés? Vous savez, un des sujets de nos équipes, c'est qu'elles ne connaissent pas tout le système français qui est extrêmement riche en termes d'aide. Donc on a des équipes qui sont là, qui sont externalisées et qui peuvent les accompagner dans toutes ces démarches, qui les accompagnent et leur donnent accès à ce auquel elles ont droit, mais auquel elles ne font pas appel. Bon, et tout ça, ça permet de travailler sur la qualité de vie au travail, d'avoir une meilleure rétention des équipes. Donc il y a moins de turnover, et du coup, il y a moins de turnover qu'avant. Il y a des chiffres On a baissé le turnover à peu près, à mon arrivée, on était autour de 25-26 et maintenant on est autour de 20%, ce qui est encore beaucoup, mais on voit une progression. Et le turnover, c'est la résultante de tout le travail qu'on fait avant. Donc ça, c'est sur les équipes. Après, sur le soin, vous m'avez posé... Oui, juste 20% de turnover par an, donc une personne sur 5 quitte l'effectif. Exactement. Quelle est la moyenne du marché et quel est votre objectif là-dessus? La moyenne du marché, elle est plutôt autour de 25. Okay. Et l'objectif, c'est on a des établissements où on a un turnover de 5-6. Donc ça va être un exercice très longue durée, ça va prendre du temps, mais l'objectif, c'est de passer autour de 10, 15, et ça, ce sera déjà exceptionnellement bon. Et donc sur la qualité des soins? Sur la qualité des soins, alors, on a fait énormément de choses. On a mis en place beaucoup d'indicateurs de suivi exactement de ce qui se passe dans les établissements. À la fois sur les soins qui doivent être donnés, mais aussi, et donc du coup, vérifier que ces soins sont effectivement faits, sont suivis, sont tracés.
Et donc pour s'assurer que la traçabilité est bonne de bout en bout. Et puis aussi des indicateurs de résultats qu'on suit comme les taux d'escar, les taux de chute, les taux de contention, qui sont des indicateurs du soin extrêmement importants pour savoir si tout se passe bien dans un établissement. Et ce qu'on a vu sur les 3 dernières années, c'est une progression de tous ces indicateurs, à la fois des soins beaucoup plus tracés, mieux tracés et faits, et puis d'un autre côté des indicateurs de soins qui baissent et qui baissent fortement. Laurent Guillot, on parlait du bilan avec ces sessions. Je vous écoutais sur BFM Business. 2 milliards de sessions depuis 2 ans et demi, vous avez dit. Combien encore à venir? C'est ça qui m'intéressait. Il y en a encore combien On a fait 2,1 milliards de sessions depuis 2022. Et il y en a encore quelques-unes à venir. Je ne peux pas vous donner le montant. Il n'y en a pas autant à faire. Ah non. Elle a combien la dette aujourd'hui? La dette aujourd'hui est à 4,5 milliards à la fin du mois de juin. Ouais. Mais c'est avant de prendre en compte les opérations que nous avons faites dans le troisième trimestre. Ouais. Donc ça veut dire qu'on était à un multiple de net dette sur EBITDA, ouais. Donc un ratio d'endettement qui était autour de 23 l'année dernière à la même période. Donc un chiffre colossal. Qu'aujourd'hui, un chiffre sain, c'est combien? Qu'aujourd'hui, on est à 13. Ouais. Donc 5, 6, pro forma. Ouais. Et oui, 5-6 dans notre secteur et compte tenu du montant de l'immobilier qu'on a encore à notre bilan. Donc ça veut dire que pour arriver à 5-6, il faudrait vendre combien? Non, c'est de l'amélioration opérationnelle désormais qui va continuer. On a commencé. Un mélange des deux aussi. C'est toujours un mélange des deux, mais j'allais dire, on était dans une période où on avait à la fois de l'amélioration opérationnelle et des cessions, et désormais ça va être un petit peu de cessions et beaucoup d'amélioration opérationnelle. Donc le gros des cessions est derrière vous. Le gros des cessions est derrière nous. Bon, propriétaire de, alors pas vous, mais Emeis, de 40% de vos murs, et vous voulez diviser ce chiffre par 2. Parce que, évidemment, votre métier, ce n'est pas de l'immobilier. Maintenant, dans ce cas-là, pourquoi ne pas carrément descendre à 0? Pourquoi rester à 20%? Parce que, en fait, notre métier, c'est essentiellement du soin, mais en même temps, la qualité de l'immobilier est une partie importante de l'offre qu'on fait. Oui, parce qu'elle restait à 40%. Pourquoi 40, 30, 20? Pourquoi? Non, alors, la baisse de 40 à 25, disons, c'est pour réduire la dette. C'est vraiment pour réduire la dette. J'ai compris. On a tous compris. Non, mais la dette était à 10 milliards. Mais s'il n'y avait pas cette dette, vous resteriez propriétaire de vos murs à hauteur de 40%. Après, je ne pense pas que ce soit le cœur du métier. Alors, en revanche, avoir à la fois les actifs les plus symboliques, parce qu'en cœur de centre-ville, sur lesquels on aura du mal à les retrouver après, ça, c'est important. Et puis, j'irais garder les actifs sur lesquels, éventuellement, on a fait des réorganisations, c'est important. Après, évidemment, le cœur de l'immobilier, ce qui est important pour nous, c'est à la fois d'être capable de faire le design, bien s'assurer qu'il y a une relation extrêmement proche entre la qualité du bâtiment et puis l'efficacité de nos équipes. Ça, c'est très important. Ça plaiderait quand même pour conserver les murs aussi. Ça plaide pour qu'on conserve une partie des murs. Le titre en bourse, un petit mot, 120% de hausse depuis le début de l'année. Un titre qui a perdu, tout le monde le sait, 99, quelque chose % de sa valeur. Comment on apprécie ce rebond? Et pour celles et ceux qui nous regardent, pourquoi devenir, s'ils ne le sont pas encore, actionnaires d'Emeis qui capitalisent déjà 2 milliards d'euros en bourse? D'abord, pourquoi devenir actionnaire? C'est l'histoire d'Emeis, c'est une histoire de retournement et de redressement. Ce retournement a déjà commencé. D'où l'appréciation du titre sur la dernière année, mais aussi il n'est pas terminé, donc il y a encore du potentiel d'amélioration dans cette entreprise. L'autre chose, c'est qu'on est à la veille du mur démographique qui va arriver entre 28, 29 et 30, où on a besoin, si je prends que la France, d'accueillir environ 300 000 personnes sous forme de dépendance qui vont être beaucoup plus dépendants entre maintenant et 2030. C'est pas des retraités, hein, c'est des gens, personnes dépendantes. Alors ce sont des retraités. Bien sûr, mais on ne dit pas jeunes, ils ont au-delà de 80 ans. Ou voilà, on rentre en moyenne dans une maison de retraite autour de 85 ans. Ouais. Donc c'est des gens qui sont âgés déjà, mais qui vont être, non plus qui ne vont pas pouvoir rester chez eux, qui ne vont pas pouvoir se faire à manger seuls, qui ne vont pas devoir être accompagnés. Et pour ça, on a plein de façons de le faire. On fait du domicile, Emeis fait du domicile, mais il va y avoir besoin d'établissements supplémentaires, d'accompagnement supplémentaire pour ces personnes à l'horizon de 2030. Bon, donc au-delà du rebond, il y en a encore sous le pied. Exactement. Parce que là, le redressement est toujours en cours. Exactement.
Bon, vous fixez un objectif de valorisation. J'ai dit que ça capitalise et mise 2 milliards d'euros en bourse. Non, par rapport à vos pairs, par rapport voilà, au secteur. Non, les objectifs, c'est de faire progresser le cours de bourse, mais je ne donne pas d'objectifs chiffrés en termes de cours de bourse. Évidemment, mais je m'en doutais aussi. Hein. Non, mais juste un petit mot, parce qu'on parlait juste avant des niches fiscales à l'Assemblée nationale avec le magazine Challenge. En première lecture, et c'est pas dit que finalement ça sera adopté in fine, les députés ont voté la transformation de la réduction d'impôt sur les frais d'hébergement en EHPAD en crédit d'impôt pour un coût pour la collectivité de 630 millions d'euros. Vous êtes satisfait, non? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si c'est moi, ce confirmé. que j'aimerais, si c'est confirmé, on verra. Moi, ce que j'aimerais dans ce budget, c'est aussi qu'on parle un peu d'efficacité de la dépense publique. On en parle pas. On parle d'augmentation des dépenses, on parle de taxes supplémentaires, mais il y a un gisement gigantesque. Ça vous fait peur, toutes ces taxes qui ont été et hausses d'impôts sur les entreprises? J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Comment vous... Alors nous, ça ne nous concerne pas beaucoup, mais ce n'est pas très bon pour l'économie française. Ce n'est pas très bon pour d'avoir plus de taxes sur les entreprises ou d'avoir plus... Opposer les entreprises et le citoyen, opposer les pauvres et les riches, c'est pas de la politique. C'est chercher des boucs émissaires dans un moment où ce dont on a besoin, c'est de redresser les comptes publics. C'est ça notre objectif. Et pour redresser les comptes publics, il y a 3 façons. Il y a augmenter les impôts, il y a réduire les prestations, pas forcément tous envie ni de l'un ni de l'autre, et puis il y a travailler sur l'efficacité de la dépense publique. Savez-vous qu'une journée d'hospitalisation dans une clinique privée, qu'elle soit de psychiatrie, de soins de suite ou de chirurgie, ça coûte entre 2 et 3 fois moins cher que la même journée à l'hôpital public. Vous plaidez pour votre paroisse, là. Mais c'est une réalité. C'est une constatation. Ouais. C'est une constatation. Donc après, n'opposons pas public et privé. Il y a des missions que le public fait que moi je ne peux pas faire. Et c'est normal. Travaillons ensemble, mais en même temps, travaillons dans le sens de l'efficacité de la dépense publique. Ce qui n'est pas le cas du tout, pardon, entre les hôpitaux. J'en ai pas beaucoup entendu. Non, j'allais dire, j'en ai pas beaucoup entendu parler dans le débat politique. Non, pas vraiment. Merci pour cet entretien avec vous, Laurent Guillot, directeur général d'Emeis, coté sur le SBF 120, la Bourse de Paris, invité à la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. Merci. Merci à vous.